Gilbert Bécaud était assis au bord du lit de sa chambre, au Lutetia, les rideaux à moitié tirés sur le boulevard Raspail, quand on frappa à la porte. Pas le coup hésitant de quelqu'un qui doute d'être au bon endroit. Un coup ferme, direct, comme quelqu'un qui sait exactement où il est et pourquoi il est là. Bécaud posa son verre sur la table de nuit, traversa la chambre en chaussettes sur le parquet, qui craquait légèrement sous ses pas, et ouvrit la porte. Charles Aznavour était dans le couloir. Bécaud resta silencieux pendant quelques secondes, pas par surprise calculée, pas par effet de scène, simplement parce qu'il y a des moments où le corps comprend quelque chose avant que la tête ait eu le temps de formuler quoi que ce soit, et que la seule réponse honnête à ces moments-là, c'est le silence. Aznavour attendait dans le couloir avec ce calme particulier qu'il avait toujours eu. Ce calme de quelqu'un qui n'a jamais eu besoin de remplir les espaces vides pour exister dedans. Il portait un manteau sombre, les mains dans les poches, et il regardait Bécaud avec cette expression que ceux qui le connaissaient reconnaissaient comme de l'attention pure, sans filtre, sans calcul. C'était 1973. Bécaud avait 46 ans et une carrière qui avait redéfini ce que la chanson française pouvait être sur scène. Aznavour en avait 49 et portait une œuvre qui s'étendait sur 2 décennies de vérité mise en musique d'une façon que personne avant lui n'avait tenté. Les deux hommes s'étaient croisés des centaines de fois dans les coulisses de l'Olympia, dans les couloirs de maisons de disques, dans les dîners où le tout Paris de la chanson se retrouvait autour d'une table trop petite pour les égaux qu'elle accueillait. Mais il y avait entre eux quelque chose que ces croisements n'avaient jamais entièrement résolu. Une reconnaissance mutuelle, qui n'avait pas encore trouvé le moment juste pour se dire complètement. Bécaud finit par s'écarter de la porte sans un mot, et Aznavour entra. La chambre du Lutetia était grande, mais pas démesurée, avec ce caractère particulier des hôtels parisiens anciens où chaque meuble semble avoir une histoire propre qui précède largement celle du client. Aznavour s'assit dans le fauteuil, près de la fenêtre, posa son manteau sur l'accoudoir et regarda Bécaud, qui restait debout au milieu de la pièce, avec cette énergie caractéristique qu'il avait, cette incapacité à être statique qui avait fait de lui sur scène quelque chose que les journalistes avaient appelé « Monsieur 100 000 volts », un surnom qu'il trouvait légèrement embarrassant, mais qu'il n'avait jamais vraiment démenti. Aznavour dit qu'il était là, parce qu'il avait entendu quelque chose. Bécaud l'interrogea du regard. Aznavour expliqua qu'il avait entendu la répétition de l'après-midi, pas en entier, juste le début, en passant dans le couloir du théâtre où Bécaud préparait sa nouvelle série de concerts. Il avait entendu une chanson qu'il ne connaissait pas, une chanson nouvelle, et il y avait dans cette chanson quelque chose qui l'avait arrêté dans ce couloir, de la même façon que Bécaud s'était arrêté devant sa porte quelques minutes plus tôt. Quelque chose qui méritait d'être entendu jusqu'au bout, et pas seulement à travers une cloison. Bécaud resta silencieux un moment, puis il alla chercher un deuxième verre. Il y avait entre ces deux hommes une histoire qui remontait plus loin que leurs carrières respectives, plus loin que les premières scènes et les premiers disques. Une histoire qui avait commencé dans la difficulté partagée, dans ce Paris de l'après-guerre, où être jeune et vouloir faire de la musique n'était pas une ambition évidente, où les scènes n'attendirent personne et où chaque porte ouverte l'était par la force de quelque chose qu'on ne pouvait pas encore appeler talent faute de preuves suffisantes. Aznavour avait connu cette période avec une acuité particulière. Lui qui avait mis des années à convaincre un public que sa voix, qu'on lui avait dit trop petite, trop basse, pas assez spectaculaire, pouvait porter des émotions que les grandes voix ne touchaient pas. Et Bécaud avait connu sa propre version de cette résistance, ce moment où l'énergie débordante qu'il mettait sur scène avait d'abord été perçue comme excessive avant d'être reconnue comme nécessaire. Ces deux trajectoires parallèles avaient créé entre eux un respect qui n'avait pas besoin d'être exprimé pour être réel. Ils savaient l'un de l'autre ce que seuls savent les gens qui ont traversé des formes similaires de résistance et qui sont arrivés de l'autre côté sans avoir renoncé à ce qui les avait rendus résistants au départ. Aznavour prit le verre que Bécaud lui tendait, et les deux hommes restèrent un moment sans parler, ce qui, dans ce contexte, n'était pas un silence gêné,
mais le silence de deux personnes qui n'ont pas besoin de remplir l'air pour se sentir à leur place dans une pièce. Beko finit par s'asseoir sur le bord du lit, là où il était quand on avait frappé, et demanda ce que la chanson avait eu de particulier pour arrêter Aznavour dans un couloir. Aznavour répondit avec cette précision qu'il avait toujours eue quand il parlait de musique. Une précision qui venait de quelqu'un qui avait passé des décennies à comprendre exactement pourquoi certaines choses fonctionnaient et d'autres non. Pas de façon théorique, mais de façon charnelle, dans le corps, dans la gorge, dans la façon dont une syllabe posée sur un accord change complètement ce que cet accord dit. Il dit que dans la chanson qu'il avait entendue, il y avait un moment, une mesure, peut-être deux, où la mélodie faisait quelque chose d'inattendu, quelque chose qui allait contre ce que l'oreille attendait, et qui par ce contre-aller créait une vérité plus grande que si elle avait suivi le chemin prévisible. Il dit que ces moments-là dans une chanson sont rares, plus rares que la plupart des gens qui font de la musique ne le pensent, et que quand il en entendait un, il ne pouvait pas continuer son chemin comme si de rien n'était. Beko l'écoutait, avec une attention qui lui était inhabituelle, en présence d'autres musiciens. Il avait l'habitude d'être celui qui parlait, celui dont l'énergie prenait la place dans une pièce avant même qu'il ait dit quoi que ce soit. Mais avec Aznavour, il y avait quelque chose qui inversait cet équilibre naturellement, sans effort des deux côtés, comme si la précision calme d'Aznavour créait un espace que Beko reconnaissait instinctivement comme un espace où il valait mieux écouter. Il lui demanda s'il voulait l'entendre en entier. Aznavour dit que oui, c'était exactement pour ça qu'il était là. Beko se leva, alla vers la table où se trouvait une guitare acoustique posée contre le mur. Une guitare de voyage, pas l'instrument qu'il utilisait sur scène, mais celui avec lequel il travaillait les chansons dans leur état brut, avant les arrangements, avant l'orchestre, avant tout ce qui transforme une idée en production. Il la prit, s'assit sur le bord du lit à nouveau et resta un moment avec les mains sur les cordes sans jouer, comme quelqu'un qui cherche non pas les notes, qu'il connaissait parfaitement, mais l'état intérieur dans lequel la chanson avait été écrite. Parce qu'une chanson jouée sans cet état n'est pas la même chanson, c'est juste les mêmes notes, dans un ordre différent. Puis il commença. La chambre du Lutetia devint un endroit différent de ce qu'elle avait été 30 secondes plus tôt. C'est ce que fait la musique, dans un espace fermé, quand elle est jouée sans amplification et sans distance entre celui qui joue et celui qui écoute. Elle change la qualité de l'air, elle rend les objets autour légèrement plus présents, elle crée une intimité qui n'est pas de l'ordre de la proximité physique, mais de quelque chose de plus difficile à nommer, quelque chose qui ressemble à la suspension du temps ordinaire. Aznavour écoutait avec les yeux mi-clos, les deux mains posées sur les genoux, sans bouger. Et dans le moment que lui avait décrit, cette mesure ou deux, où la mélodie faisait quelque chose d'inattendu, il y eut dans son visage un mouvement infime, pas un sourire, pas une réaction visible, juste quelque chose autour des yeux qui indiquait que ce qu'il avait entendu à travers la cloison était confirmé, que ce n'était pas une impression, que la chanson faisait bien ce qu'il avait cru qu'elle faisait. Quand Beko eut fini, il y eut un silence. Pas le silence qui attend une réaction, pas le silence de quelqu'un qui cherche quoi dire. Le silence de deux musiciens dans une chambre d'hôtel à Paris, qui viennent de partager quelque chose qui n'avait pas besoin de commentaires pour exister pleinement. Aznavour dit que c'était encore mieux que ce qu'il avait entendu dans le couloir. Beko dit que dans le couloir il n'y avait pas la fin. Aznavour dit que la fin était nécessaire, mais que c'était le milieu qui tenait tout. Ce genre d'échange entre eux avait une qualité particulière parce que chacun savait que l'autre parlait de l'intérieur, d'une expérience réelle, pas d'une théorie, pas d'une posture critique. Quand Aznavour disait que c'était le milieu qui tenait tout, il le disait avec l'autorité de quelqu'un qui avait lui-même passé des nuits à trouver le milieu de ses propres chansons, à comprendre quel moment dans une structure portait le poids de tout le reste, même si à l'écoute, personne ne l'identifiait comme tel. Et Beko le recevait de cette façon, pas comme un compliment, mais comme une observation technique faite par quelqu'un qui savait de quoi il parlait. Ils parlèrent pendant 1 heure et demie, peut-être 2 heures, de la chanson,
puis d'autres chansons, puis de ce que la scène faisait à une chanson qu'on croyait connaître, puis de Paris, puis de certains musiciens qu'ils avaient tous les deux connus et qui n'étaient plus là, puis de ce que ça voulait dire de continuer à faire ce travail avec le même sérieux après des décennies, quand la tentation de se reposer sur ce qu'on avait déjà prouvé était une tentation réelle et quotidienne que seuls ceux qui l'avaient vécue pouvaient comprendre. Il y avait dans cette conversation quelque chose qui n'était pas de l'ordre de la conversation habituelle entre deux artistes qui se connaissent depuis longtemps. Il y avait une honnêteté qui venait du fait qu'aucun des deux n'avait rien à prouver à l'autre et rien à obtenir de l'autre, et que cette absence de besoin créait un espace où les choses pouvaient être dites dans leur état réel, sans les enveloppes habituelles que les gens mettent autour de ce qu'ils pensent vraiment quand ils parlent en public, ou dans des contextes où leur image est en jeu. Aznavour dit à un moment que le plus difficile dans ce métier n'était pas de trouver les bonnes chansons. C'était de rester la personne capable de les reconnaître quand elles arrivaient, de ne pas laisser le succès ou l'habitude ou la fatigue émousser cette capacité à être surpris qu'une chose était juste. Beko l'écouta sans l'interrompre, ce qui était notable pour ceux qui le connaissaient, puis dit que c'était exactement ça, et qu'il avait eu peur pendant une période de sa vie de perdre cette capacité. Pas la technique, pas la voix, pas l'énergie sur scène, mais cette chose précise, cette faculté d'être atteint par quelque chose dans une chanson avant de savoir pourquoi. Aznavour dit qu'on ne la perdait pas vraiment, qu'elle se cachait parfois, qu'elle se taisait pendant des mois, et qu'on croyait qu'elle était partie, mais qu'elle était juste en attente d'une raison de revenir, et qu'en général cette raison était une musique entendue dans un couloir, ou une voix à la radio à 6 heures du matin, ou quelqu'un qui jouait quelque chose de non terminé dans une chambre d'hôtel sans chercher à convaincre personne de quoi que ce soit. Il était presque minuit quand Aznavour prit son manteau sur l'accoudoir du fauteuil. Beko le raccompagna jusqu'à la porte, et les deux hommes se serrèrent la main dans le couloir du Lutetia avec cette poignée de main particulière de gens qui viennent de partager quelque chose qu'ils ne raconteront pas forcément, mais qu'ils ne peuvent pas non plus prétendre qu'il ne s'est pas passé. Aznavour alla vers l'ascenseur. Beko resta dans l'embrasure de la porte encore quelques secondes après que les portes de l'ascenseur se furent fermées, regardant le couloir vide. Dans les semaines qui suivirent, la chanson que Beko avait jouée dans cette chambre fut intégrée au concert avec une version légèrement différente de ce qu'elle avait été en répétition. Ceux qui avaient vu les deux versions dirent que quelque chose avait changé, pas dans les notes, pas dans l'arrangement, mais dans la façon dont Beko la portait sur scène, comme si la chanson avait acquis un poids supplémentaire qu'elle n'avait pas eu avant d'avoir été entendue par quelqu'un qui savait exactement ce qu'il écoutait. Beko ne parla pas publiquement de cette soirée au Lutetia pendant longtemps. Aznavour non plus. Ce n'était pas un secret. C'était simplement de ces choses qui appartiennent à la catégorie des moments qu'on préserve non par discrétion, mais parce qu'on sait que les raconter leur ferait perdre quelque chose d'essentiel, cette qualité de l'intime qui tient précisément au fait de ne pas avoir été exposé à la lumière publique. Ce qui était resté de cette nuit, au-delà de la conversation et de la chanson jouée dans la chambre, c'était quelque chose que les deux hommes portèrent dans leur façon de parler l'un de l'autre dans les années suivantes. Une précision dans les éloges qui ne ressemblait pas aux éloges habituels du milieu, où les compliments sont souvent de la monnaie courante qu'on échange sans trop vérifier la valeur. Quand Aznavour parlait de Beko dans une interview, il y avait une spécificité dans ce qu'il disait qui indiquait qu'il parlait de quelqu'un qu'il connaissait de l'intérieur, pas seulement de l'extérieur par la scène et les disques. Et quand Beko parlait d'Aznavour, il avait cette façon de s'arrêter légèrement avant de répondre, comme si la question méritait un soin particulier, comme si la réponse était quelque chose à ne pas gaspiller. Ce que cette nuit au Lutetia avait révélé, c'est ce que les rencontres vraies révèlent toujours, que deux artistes qui ont chacun trouvé leur propre vérité par des chemins entièrement différents ont une façon de se reconnaître qui n'est pas de l'ordre de la similarité, mais de l'ordre de quelque chose de plus fondamental. La reconnaissance de quelqu'un qui a cherché avec la même intensité, même si ce qu'il cherchait et la façon dont il l'a cherché n'ont rien en commun en surface.
Beko avait construit sa relation à la scène sur l'énergie, sur le mouvement, sur cette capacité à remplir un espace de 10 000 personnes avec une présence qui semblait ne jamais se réserver, ne jamais calculer ce qu'elle donnait. Aznavour avait construit la sienne sur la précision, sur la contenance, sur cette façon de mettre l'émotion la plus exposée dans les mots les plus simples et de laisser la distance entre les deux faire tout le travail. Deux façons d'arriver à la même chose, deux routes qui ne se ressemblaient pas et qui aboutissaient au même endroit essentiel. Quand deux personnes qui sont arrivées là, par des chemins opposés, se retrouvent dans la même pièce et parlent de ce qui les a menées là, ce qui se passe entre elles n'appartient à aucune des deux. C'est quelque chose qui naît de l'écart lui-même, de la distance entre leurs trajectoires, quelque chose qui n'aurait pas pu exister si elles avaient suivi le même chemin. Un coup frappé à la porte d'une chambre d'hôtel à Paris, un silence de quelques secondes sur le seuil, une guitare acoustique posée sur le bord d'un lit, une conversation qui dure jusqu'à presque minuit. Ce n'est pas ce qu'on imagine quand on pense aux grands moments de la chanson française. Et c'est peut-être exactement pour ça que c'en est un. Parce que les moments qui comptent vraiment arrivent rarement dans les formes qu'on avait préparées pour les recevoir. Ils arrivent dans un couloir d'hôtel, dans un son entendu à travers une cloison, dans les secondes de silence entre l'ouverture d'une porte et le premier mot qu'on trouve enfin à dire.